Salut la compagnie, c'est Alex, j'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts pour la vidéo qui va suivre. Aujourd'hui, je vous fais visiter mon camion et je vous explique tout ce qu'il y a à savoir pour que vous puissiez vous aussi monter votre propre projet itinérant. Alors, je vous propose de vous installer confortablement avec une boisson chaude parce que la vidéo, elle va pas être courte. A tout de suite. Bon bah si vous êtes resté jusque là, c'est que vous êtes chaud pour en savoir plus. Moi en tout cas je suis très content de vous retrouver aujourd'hui dans ce cockpit parce que ça faisait un petit moment que j'avais envie de faire cette vidéo. Et puis bon bah les travaux ont duré plus longtemps que prévu. Ça c'est plus vraiment un secret pour les personnes qui me suivent. Et puis après voilà, j'ai laissé passer les premières semaines parce que j'avais besoin aussi de voir comment se lancer mon activité. Et puis après j'ai eu envie de faire cette vidéo mais manque de peau, j'arrivais pas à la tourner. Voilà, si vous avez suivi un petit peu sur Instagram notamment, je vous ai fait part de mes grosses difficultés à me mettre face à l'objectif parce que c'était vraiment pas un exercice facile pour moi. Donc aujourd'hui ça va un petit peu mieux. Du coup je vais essayer de faire cette vidéo de façon convenable. L'objectif ça va vraiment être de vous expliquer tout le processus de création de ce camion pour que vous aussi vous puissiez à votre tour créer un dispositif itinérant si vous en avez l'envie et si ça fait partie de vos objectifs. Moi, je l'ai fait en tant qu'entrepreneur. C'est pas apporté par une association, ni par une collectivité, ni par un quelconque autre organisme. C'est quelque chose que j'ai fait quasiment seul. Alors en fait, j'étais bien entouré de mes proches, mais quand je dis seul dans le sens où voilà, il n'y a pas eu de structure publique qui est venue s'immiscer dans la création de ce projet. Voilà, je sais que ça peut être un petit peu angoissant de se lancer comme ça dans un projet quand on est seul. Donc l'idée c'était un petit peu de dédramatiser la situation, j'ai envie de dire, et que vous sachiez en fait par où commencer, dans quel ordre faire les choses, et que vous ayez aussi une idée, bah voilà, de toutes les erreurs que j'ai pu faire et que vous puissiez notamment les éviter. Donc ce sera un petit peu une vidéo partage d'expérience. Voilà. Faut savoir que moi, si je me suis lancé là-dedans, c'était vraiment dans l'objectif de rendre la culture accessible au plus grand nombre. Ceux qui me connaissent savent que la démocratisation culturelle, c'est vraiment un sujet qui est important pour moi et c'est un combat que j'ai envie de mener depuis déjà quelques années. Donc en fait, ce camion aménagé, c'est une nouvelle façon d'aller vers cet objectif.
Et je suis convaincu que si demain il y a 10 autres personnes qui décident d'aménager des camions pour faire quelque chose de similaire, et ben en fait ça fera de la culture 10 fois plus accessible un petit peu partout. Moi ce que j'aime c'est le théâtre, donc forcément je me suis inspiré de ma pratique théâtrale pour construire ce camion. Mais si vous, c'est la photo, la peinture, la danse, peu importe, tout est imaginable et vous allez voir que c'est loin d'être aussi compliqué que ce qu'on pense au départ. Alors, comment est-ce que j'en suis venu à penser à un projet itinérant? En fait, c'est une longue histoire. Sans blague. De base, moi j'ai un parcours dans le théâtre, j'ai eu une compagnie pendant plusieurs années et le fait de savoir qu'il y avait certains publics qui n'accédaient pas aux salles de spectacle, c'était quelque chose qui me touchait déjà parce que je viens moi d'une famille où on n'allait pas forcément au théâtre, enfin en tout cas c'était pas la sortie du week-end, c'était pas pour aller voir un spectacle quoi. Le théâtre, moi je l'ai découvert plutôt avec l'école et puis aussi dans ma pratique puisque j'ai commencé à en faire très tôt. J'avais 8-9 ans quand j'ai commencé à faire du théâtre. Et donc quand j'ai monté ma troupe, que j'ai été metteur en scène, j'ai eu envie assez vite d'aller toucher un public qui ne fréquentait pas les salles. Et donc au début ça me paraissait simple, hein, j'étais assez naïf à cette période-là. Et donc je me disais bah c'est facile, on va essayer d'avoir un contenu qui soit accessible et puis ça va suffire. Et en fait je me suis rendu compte que ça suffisait pas du tout. Que les gens venaient pas et enfin en fait si les gens venaient mais je veux dire c'était toujours le même type de profil sociologique qui se déplaçait. Donc j'ai commencé à m'interroger sur des façons d'aller à la rencontre des publics qui ne viennent pas. Et donc ça a été le démarrage de la réflexion. Au départ, j'y ai répondu essentiellement par des actions culturelles, qui est en fait la réponse basique qu'on trouve dans ce genre de situation. C'est-à-dire que voilà, j'essayais de monter des dispositifs de médiation culturelle avec des bibliothèques, avec des écoles, avec des associations. Le but étant de faire connaître le travail de la compagnie par d'autres biais pour que les gens puissent avoir envie de venir découvrir le spectacle. Mais il y avait quand même cette notion d'un moment de spectacle avec autour une médiation. Voilà, c'était un petit peu ça ce que je faisais au démarrage. Cette compagnie, je l'ai eue pendant plusieurs années et puis en 2019, j'ai déménagé et puis ensuite est arrivée la crise sanitaire qui a fait que je me suis un petit peu éloigné des personnes qui composaient ma troupe. Donc j'ai pris finalement un nouveau départ. Donc voilà, ça a été la première étape de mon cheminement. Ensuite, en 2019, il y a eu un moment très important pour moi, ça a été mon voyage à Genève. Je suis parti dans le cadre d'un festival, le Festival international du film et forum sur les droits humains, le FIFDH. Et en fait, ce voyage, ça a été vraiment un voyage initiatique. J'ai appris énormément de choses et surtout j'ai vu un documentaire qui m'a bouleversé et je pense qu'à ce moment-là je me rendais pas compte de l'impact qu'il avait eu sur moi. Ce documentaire il s'appelle A Northern Soul avec mon super accent anglais comme vous pouvez le constater. Je pense que je remettrai le titre dans la description au cas où il y en a qui n'ont pas bien compris. Et donc ce documentaire de Sean McAllister, il raconte l'histoire de Steve, un ouvrier du nord de l'Angleterre, qui transforme un vieux camion en un Beats-bus itinérant pour faire slammer les enfants des quartiers. Et là, quand j'ai vu ça, je me suis dit waouh, le déclic quoi. Déjà le mec, je trouvais qu'il avait un courage de dingue parce que enfin voilà, il est ouvrier donc il bosse la journée, puis après sa journée de boulot, en fait, il se lance dans son projet itinérant pour aller faire du slam avec les gamins et je trouvais ça absolument dingue. Et bon, sur le coup, j'ai gardé ce documentaire dans un coin de ma tête, mais en fait, ça m'a pas marqué plus que ça. Bon, ça a été en fait la deuxième grosse expérience qui a continué en fait d'alimenter ma réflexion. Et tout de suite après, donc on est début 2020, c'est le moment où j'arrive dans le sud des Yvelines, là où je suis installé actuellement. Et là, je commence à travailler avec les gens du voyage. Et là, encore une nouvelle claque parce que je découvre une culture en fait que je connaissais pas du tout, qui est totalement géniale, qui est empreinte de liberté, d'humanité. Enfin voilà, je pourrais dire tout le bien que je pense des gens du voyage, mais c'est pas du tout le sujet. Mais en l'occurrence, ouais, ils m'apprennent beaucoup sur la vision qu'ils ont de la vie. Ça me nourrit vraiment, et notamment sur la question de la liberté. Et surtout, je me rends compte aussi de la nécessité d'avoir des projets itinérants parce que quand on est face à des publics qui se déplacent pas ou peu, et c'est le cas des gens du voyage malgré ce qu'on peut penser quand on ne les connaît pas, le fait d'avoir
un dispositif mobile qui permette d'aller à leur rencontre et de faire ce qu'on appelle dans le jargon socioculturel de l'aller vers, en fait ça a du sens. Non seulement ça a du sens, mais ça permet de débloquer certaines situations, de vraiment connaître les gens, parce que du coup on est au plus près d'eux, en fait, on prend le café avec eux, on discute avec eux. Enfin voilà, moi parfois je suis resté sur place sur des périodes de temps assez longues, quoi, sur des demi-journées vraiment complètes, quoi. Et puis voilà, les gens du voyage, il y a aussi cette question de l'itinérance, le fait de pouvoir bouger partout. Enfin voilà, c'est venu, là encore, nourrir la réflexion que j'avais. Et puis enfin, la dernière étape de cette réflexion, ça a été quand j'ai décidé de me lancer en freelance et que j'ai acquis un escape game mobile qui a été fabriqué du côté de Marseille par Fred. Si jamais tu regardes cette vidéo, salut. Et j'ai découvert à ce moment-là le concept d'avoir des caravanes. Lui, en l'occurrence, c'était une caravane qu'il avait aménagée pour proposer un escape game. Et je me suis rendu compte que c'était pas le seul et qu'en France, il y avait pas mal de gens qui avaient fait ça. Et je me suis dit, mais c'est génial comme concept. Alors moi, je viens pas du tout du monde du jeu au départ. Enfin, du jeu aussi, mais du jeu théâtral plutôt. Et là, je me suis dit, c'est bon, Coco, il faut que tu te lances. Là, j'avais toutes mes expériences qui me sont revenues un petit peu en tête, que ce soit la troupe, le documentaire, les gens du voyage. Et là, je me suis dit, ouais, c'est ça que je veux faire. Et bah voilà, on va rendre les choses possibles. Ok, alors maintenant que vous savez toute l'histoire du bazar culturel, on va pouvoir passer à la première étape pour vous, qui va être de bien budgétiser votre projet. Concrètement, comment est-ce que vous allez le financer? Dans mon cas, j'ai fait appel à l'ADI. L'ADI, c'est l'Association pour le droit à l'initiative économique qui m'a accordé un prêt, qui est en fait un microcrédit. Moi, j'ai eu 10 000 €, ce qui permet de lancer le projet à moindre coût. Et le reste, ça a été des fonds propres. Donc en fait, c'est mon argent que j'ai investi dans l'aménagement du camion. Faut savoir qu'au total, il y en a eu à peu près pour 20 000 € d'équipement, tout compris. Donc c'est quand même un gros budget et je pense qu'au départ, je m'étais pas bien rendu compte de tout ce que ça impliquait. Et encore, moi, il y avait du matériel que j'avais récupéré de ma compagnie de théâtre, donc j'ai pas tout acheté. J'ai eu aussi, comme je le disais en introduction, beaucoup d'aide de mes proches, notamment de mes parents et de mes amis. Ce qui m'a fait économiser, mine de rien, pas mal d'argent. Parce qu'en fait, vu que j'ai pas payé la main d'œuvre sur l'aménagement, ça représente quand même une économie de quasiment 10 000 €. Donc ça aussi, c'est pas négligeable. En tout cas, mon premier conseil, ce serait de ne pas sous-estimer le coût, parce que franchement, ça chiffre très vite. Moi, au départ, quand j'ai eu les premiers devis pour l'aménagement, donc ça tournait autour de 15 000 avec l'achat du matériel, etc. Et quand mon père m'a proposé de m'aider, on s'était dit, bah voilà, ça va permettre de limiter les coûts. Et c'est vrai que quand j'ai fait le calcul récemment et que je me suis rendu compte que même comme ça, on était à quasiment 20 000 € de budget, je me suis dit, la vache, mais c'est énorme, quoi. Donc si en plus j'avais dû faire appel à quelqu'un pour l'aménagement, c'est un projet qui m'aurait coûté 30 000 € et que j'aurais certainement pas pu monter tout de suite. Mon deuxième conseil, ça va être de penser au lancement de votre activité. Ayez un business plan solide et si possible, ne faites pas dépendre votre activité de votre camion. Ça, c'est une grosse boulette que moi j'ai faite. C'est-à-dire que j'ai construit en fait toute mon offre, tout mon business autour de ce camion. Et puis déjà ça a été compliqué parce que comme je vous le disais, je l'ai eu plus tard que prévu. Enfin, il a été terminé plus tard que prévu. Moi, dans mon cas, en plus, je touche à la culture, qui est quand même un domaine sur lequel le pouvoir a la main mise. Donc, clairement, pour moi, trouver des lieux de stationnement, ça a été hyper compliqué. Et c'est encore compliqué aujourd'hui. Je galère à trouver des endroits pour me stationner et pour proposer des activités. Moi, dans ce que j'imaginais, c'était que ça allait être un petit peu, que j'allais être un petit peu le food truck culturel, si je puis dire, et qu'en gros, on allait mettre un emplacement à disposition et me laisser faire ce que j'avais envie de faire. Sauf que ça marche pas du tout comme ça. Donc je me suis retrouvé un petit peu piégé au départ et pour le coup, j'ai dû revoir complètement mon business plan alors que j'étais déjà lancé, ce qui peut faire un petit peu mal parce que voilà, concrètement, pendant qu'on est en train de retravailler son offre, on n'est pas en train de la vendre. En fait, le camion ou la caravane ou le container, peu importe ce que vous aurez, ça doit être un plus dans votre business. Ça doit être la cerise sur le gâteau de votre entreprise. Mais votre entreprise, elle doit pouvoir tourner sans. Alors dans mon cas, c'est un Renault B90 de 1988 qui fait 18 mètres cubes et qui peut se conduire avec un permis B. Ça, c'est la première chose à laquelle vous devez être attentif, c'est de choisir un véhicule que vous allez pouvoir conduire. Alors si vous avez votre permis poids lourd, vous n'allez pas être embêté, mais si comme moi, vous avez qu'un permis B, vous avez que deux solutions. Soit vous passez votre permis poids lourd, mais ça coûte bonbon, soit vous investissez sur un véhicule qui peut se conduire de manière plus simple. Voilà. Il faut savoir que avec un permis B, on peut conduire jusqu'à un 20 mètres cubes. Donc moi, je suis pile poil en dessous. Dans mon cas, je suis parti sur un fourgon parce que y avait aussi l'idée de faire une boîte noire complète. Donc en fait, là, vu que c'est rectangulaire, ça permet d'avoir une espèce de container
qui en plus rappelle un petit peu l'idée d'un théâtre. Mais si vous n'avez pas forcément besoin de ça, un master peut très bien faire l'affaire. Ce modèle-là, je l'ai aussi choisi parce qu'en fait, il avait une porte latérale et pour moi, c'était super important parce que je voulais faire rentrer les gens non pas par la porte arrière, mais par le côté. Enfin, j'avais besoin d'avoir deux entrées, qui est une porte à l'arrière pour faire un peu une entrée des artistes, quoi, et une porte latérale pour le public. Et puis en plus de ça, il avait pas de haillon. Vous savez, le haillon, c'est le truc là qui descend. Donc, voilà, moi, c'était des portes qui s'ouvraient sur le côté, donc je le trouvais vraiment chouette comme camion. Donc c'est un petit peu pour ça que je l'ai choisi. La deuxième question, c'est de savoir pourquoi est-ce que j'ai choisi un camion et pas une caravane ou un camping-car. Là, c'est assez simple, c'est lié à ce qui s'appelle le plan local d'urbanisme. Le plan local d'urbanisme, c'est en fait un règlement qui détermine ce que vous avez le droit de faire chez vous. En l'occurrence, chez moi, ça me disait que j'avais pas le droit de garer ni une caravane ni un camping-car parce que ce sont des habitats légers et que les habitats légers ne sont pas autorisés. Et donc, comme je n'avais pas cette limitation pour un camion, je suis parti sur un camion, tout simplement. De mon côté, il y avait aussi des questions de budget. J'avais besoin d'un camion qui soit accessible financièrement. Et c'est peut-être aussi pour ça que j'ai choisi un modèle qui était un peu plus ancien, parce que concrètement, ça coûtait moins cher. Et je l'ai un petit peu trouvé par hasard, en fait, en regardant sur Le Bon Coin. Pour vous raconter un petit peu comment ça s'est fait, j'étais en visio avec la scénographe de ma compagnie, qui est aussi architecte, et que j'avais sollicité pour l'aménagement d'un camion. Donc c'était vraiment au démarrage du projet. Je voulais me renseigner sur comment est-ce que ça pouvait être possible. Donc on se voit en visio, et elle me dit ce serait bien que tu montres une photo du type de camion que tu envisages d'acheter, au moins pour que j'ai une idée. Et donc pendant la visio, je vais sur Le Bon Coin, je tape camion, et même sans mettre de budget, sans mettre quoi que ce soit, je tape camion, fourgon, 20 mètres cubes, quelque chose comme ça. Et en fait, je tombe sur cette annonce. Donc je lui envoie la photo, je lui dis bah voilà, moi j'aimerais bien un camion comme ça. La visio se poursuit, se termine, et puis là je retourne sur Le Bon Coin, je commence à faire des recherches, à regarder d'autres camions, et là je me dis mais quand même ce camion que j'ai envoyé là, il est pas mal du tout. Je regarde l'annonce d'un petit peu plus près, je me rends compte que il est dans mon budget, il est pas si loin que ça parce qu'il est à 2h30 de route, donc ça va. Et clairement, il ressemble un petit peu à ce que je recherche pour les raisons que je vous ai données tout à l'heure, à savoir qu'il n'y a pas de haillon, qu'il y a une porte latérale, que c'est un fourgon et pas un master. Donc là, je me dis top. Donc je contacte le propriétaire, on se rencontre, le camion me plaît et je l'achète. Donc en fait, tout ça, ça s'est fait en quelques jours, alors même que je pensais que le projet allait se monter que plusieurs mois plus tard. Donc comme quoi, voilà, c'est parfois aussi l'occasion qui fait le larron. Comme je vous le disais à l'instant, moi j'ai fait réaliser les plans par une architecte et franchement ça m'a bien facilité la vie parce que du coup elle avait déjà prévu en amont la dimension de toutes les planches. J'avais qu'à suivre ces plans. Alors faut savoir que moi en termes de travaux j'y connais absolument rien. Mon père un peu plus, mais quand même c'était pas non plus son boulot d'aménager des camions. Donc le fait d'avoir des plans ça nous a vraiment bien aidé parce qu'en fait on avait du concret sur quoi s'appuyer pour travailler. Et puis pareil, comme j'avais les dimensions des planches de bois, quand je suis allé acheter mon bois j'ai pu faire découper les planches directement aux dimensions dont j'avais besoin, et notamment pour les meubles ça nous a fait gagner un temps fou parce qu'après j'avais plus que l'assemblage à faire quoi. Pour le flocage du véhicule, la superbe fresque que vous voyez qui fait tout le tour, elle a été réalisée par un artiste parisien qui s'appelle Lelon et que je remercie encore de s'être déplacé jusqu'à moi et d'avoir fait ce super boulot parce que j'en suis vraiment très content de ce travail. Et puis honnêtement, je voulais pas un flocage classique. En fait, je trouvais que le camion, déjà parce que voilà, c'est un vieux véhicule, parce qu'il a du vécu, parce qu'il a une forme aussi un petit peu rigolote. J'avais envie de quelque chose d'un petit peu atypique, aussi parce que j'y propose des activités qui sont atypiques, qui sortent de l'ordinaire. Donc voilà, je trouvais que le fait d'avoir une fresque dessus, ça collait tout à fait à ce que j'avais envie d'en faire. Ok, donc une fois que j'ai eu le camion, une fois que j'ai eu les plans, une fois que le flocage était fait, l'étape d'après ça a été de préparer le véhicule. Et là clairement ça a été une étape ultra longue. J'en voyais vraiment pas le bout. Il a fallu retirer les bouts de ferraille qu'il y avait à l'intérieur. Il a fallu nettoyer la paille parce que c'était un camion qui servait au transport de chevaux, donc il y avait de la paille partout, il y en avait dans les murs, il y en avait sur le sol. Il a fallu faire l'étanchéité, il y avait des trous à colmater un petit peu partout. En fait, l'idée dans cette première étape de travail, ça a été de rendre le tout habitable. Avant de pouvoir ne serait-ce que commencer l'aménagement, en fait, il y a eu une espèce de pré-travail qu'il a fallu faire pour rendre le tout habitable et propre. L'étape suivante, ça a été de faire le passage des câbles électriques. Et là, à partir de là, tout devient un peu plus compliqué parce qu'il faut sans cesse se projeter parce que, en fait, l'étape d'avant va déterminer les différentes étapes d'après. Et donc, concrètement, il faut toujours avoir une longueur d'avance sur ce qu'on va faire pour ne rien oublier parce qu'en fait, une fois qu'on a fait l'installation de quelque chose, on peut difficilement revenir en arrière.
à partir du moment où on a commencé à faire les câbles électriques, tout a été millimétré pour qu'on n'oublie rien. Voilà, tout simplement. Donc là, il a fallu réfléchir aux endroits où je voulais mettre des prises électriques, quelles prises allaient où, est-ce que je reliais des appareils entre eux ou pas, est-ce que je pouvais en brancher quelques-uns sur la même prise. Tout ça, c'est des questions qu'il a fallu se poser dès cette étape, parce qu'en fait, après, ça aurait été un petit peu tard. Ensuite est venue la grande étape de l'isolation. Donc là, c'est simple, c'était des panneaux de laine de verre qu'on a fait tenir par des tasseaux. On a fait des rangées verticales, et pour pas que la laine de verre se tasse avec le temps, on a mis aussi des tasseaux à l'horizontale, ce qui fait en fait comme un quadrillage. Et pour rendre le tout plus solide, on a fixé tous les tasseaux entre eux. Ceux du mur sont fixés en haut sur ceux du plafond, en bas sur ceux du sol. Du coup, là aussi, ça a été un travail très minutieux parce qu'encore une fois, l'ordre dans lequel on faisait les choses était très important. Mais tout ça, ça nous a vraiment permis d'avoir une structure qui soit ultra solide. Et là, je sais qu'il y a très peu de risques qu'en fait, ça se mette à bouger. Donc concrètement, nous, comment on a fait? On a commencé par l'isolation du plafond. Puis on est venu poser les contreplaqués au plafond, en ayant toujours en tête qu'il fallait faire attention à l'endroit où on allait fixer les choses. Par exemple, au plafond, moi j'ai un vidéoprojecteur. Du coup, toujours dans cette idée d'avoir une longueur d'avance, il a fallu bien se rappeler de où est-ce que je voulais installer le vidéoprojecteur pour pouvoir mettre du bois à cet endroit-là. Parce que concrètement, le vidéoprojecteur, on va pas venir le fixer sur de la laine de verre. Donc en fait, il fallait avoir une plaque en bois qui vienne à l'emplacement exact où je comptais mettre le vidéoprojecteur. Une fois qu'on a fait le plafond, on a fait l'isolation des murs avec les fixations pour les prises électriques, puis on a posé les contreplaqués sur les murs, et enfin on s'est occupé du sol avec les tasseaux, l'isolation et le contreplaqué qui va par-dessus. Au total, ça aura été près de 6 mois de travail qui se sont réalisés essentiellement sur les week-ends, donc ça a été un long chantier, un très long chantier, mais duquel on a fini par venir à bout. Et franchement, j'en suis plutôt content. Ok, ça fait déjà un petit moment que je parle, il est temps de bouger et d'aller vous montrer à quoi ça ressemble. Donc là, on est dans le cockpit, c'est là où je range mes couvertures de transport, mes rallonges et les sangles qui me servent à attacher les meubles dans le fourgon. Là ici on a le mini frigo qui me sert à mettre des boissons que je vais pouvoir vendre sur un événement ou autre. Et là dans la boîte à gants j'ai des gants qui me servent pour la manutention pour pas me blesser. Et ici une lampe frontale qui me permet d'être plus à l'aise sur les installations de nuit. On peut voir également un antivol sur le volant que j'installe quand je suis garé pour plus de sécurité. On passe maintenant sous le camion avec ici une prise aux normes européennes P17. Donc faut savoir qu'à l'intérieur tout est branché sur du 220 volts. J'ai une rallonge avec un adaptateur et puis on vient se brancher sur une prise classique. Voilà, qui est ensuite branché chez moi. Faut savoir que sur un camion comme ça, moi j'ai pas besoin d'être autonome, donc en fait il n'y a rien qui est branché sur la batterie, tout se passe par des branchements extérieurs. À l'arrière, on a l'ancienne rampe pour les chevaux qui me sert pour le chargement et le déchargement des meubles. Et de ce côté-là, au niveau de la porte, on a l'escalier qui est normalement un escalier coulissant qui peut se ranger sous le camion avec une rampe, mais en fait comme moi j'avais pas de rampe, et il a fallu faire des ajustements dessus. Du coup on a coupé une partie et on l'a fixé directement sur la structure du camion avec des tiges et des pattes. Je vais essayer de passer en dessous pour vous montrer. Voilà, donc là on voit un peu mieux comment c'est fichu. Il y en a une de chaque côté, et donc quand j'ai besoin de démonter les escaliers, j'ai juste à retirer ces tiges et l'escalier se replie. Ok, donc on arrive sur la visite de la partie intérieure. Là, l'espace est globalement vide parce que j'avais besoin qu'il soit comme ça pour que je puisse tourner. Donc sur les murs et au plafond, on a du contreplaqué de peuplier 10 mm d'épaisseur. Au sol, par contre, ça va être du contreplaqué 15 mm d'épaisseur. Le fait que tout soit pas en noir, c'était vraiment une volonté de ma part. C'était pour que ça ressemble un petit peu plus à un théâtre. Voilà, c'était pour le côté boîte noire. Sur ce mur, ici, on a posé du liège, ce qui permet d'apporter un petit peu de couleur. Donc c'est essentiellement pour le côté esthétique, mais aussi parce que le liège est un isolant naturel. Donc ça renforce en fait l'isolation dans le camion. Au sol, je sais pas si on voit bien, c'est un tapis en caoutchouc noir, un peu comme ceux qu'on peut trouver dans les salles de sport. J'aimais bien ce type de matériau parce que je trouve qu'il est assez agréable et pour le coup qui se nettoie assez bien. Donc là ici il a été collé avec du double face et on a posé des baguettes sur les angles pour éviter que les gens ne se prennent les pieds dedans quand ils montent. Là vous voyez mes super rideaux occultants.
parce que cette porte-là, elle est toujours ouverte, parce que comme évidemment on n'est pas du tout aux normes ERP, l'idée c'était quand même de garder au maximum une évacuation d'urgence. Donc en fait, quand je suis à l'intérieur avec des gens, je ferme les rideaux, ce qui permet en fait de maintenir un petit peu la chaleur, mais de pouvoir sortir très vite si jamais il y a un souci. Là, vous voyez ma super déco, c'est juste pour que personne n'oublie. Là, ici, vous avez la partie bibliothèque avec le comptoir. De ce côté-là, c'est le mur qui me sert pour les expositions, avec des tringles de suspension qui me permettent de venir accrocher les tableaux. Ici, vous voyez ma sono, le chauffage dont je reparlerai tout à l'heure. Et là, sur ce mur, on peut venir installer des étagères si j'ai besoin de disposer des produits. Sur la porte arrière, j'ai aussi installé une poignée, ce qui me permet en fait de fermer la porte de l'intérieur si jamais à un moment j'ai besoin de m'enfermer. Par exemple, si je pars en séjour et que je dors dans mon camion, ça me permet de fermer de l'intérieur. Le vidéoprojecteur se trouve juste ici. Et donc on vient projeter sur ce mur-là, sur lequel j'installe un écran blanc. Les projecteurs, quant à eux, ils sont fixés sur les montants en ferraille qui étaient déjà présents dans le camion, en tout cas pour les deux projecteurs qui sont de ce côté-là. Et ces deux-là, ils sont fixés directement sur la structure du camion. Et donc là, ici, on a mis une chaînette, ce qui permet d'avoir une sécurité supplémentaire quand je roule, si jamais ça se décroche. Voilà, donc il y en a sur les projecteurs et il y en a aussi sur le vidéoprojecteur. Sans oublier la petite VMC, très importante pour aérer parce qu'il y a du monde qui circule là-dedans. Pour les câbles, on en a donc une partie qui passe sous le contreplaqué et une autre partie qui passe ici dans des passe-fils. Ça, c'est en gros tous les câbles que j'ai besoin de garder accessibles. Par exemple, si je décide de changer les projecteurs et qu'il faut que je retire les câbles DMX, ça servait à rien de faire passer les câbles DMX derrière le contreplaqué. Donc là, ceux-là, on les a gardés à portée de main. C'est le cas également pour les câbles du vidéoprojecteur et de la sono. Et donc là, ici, on a le placard électrique avec un trou par lequel les câbles arrivent. Voilà, donc tout simple avec une multiprise. Là, ici, c'est là où je range ma console lumière, mes télécommandes et quelques câbles. Dans ce placard, on a mes flyers, en bas, mes jeux de coopération. Et là, ici, j'ai le câble HDMI et le câble jack pour les fois où je branche le vidéoprojecteur ou les fois où j'ai envie de mettre de la musique. Dans ce tiroir-ci, j'ai du scotch. Ça, c'est ma perche à selfie pour pouvoir me filmer plus facilement quand j'en ai besoin. Et ça, ce sont des barres énergétiques que je vends. Et là, ici, on a quoi? Ça va être la surprise. J'ai les câbles du TPE et le petit appareil là, c'est un humidimètre que mon père m'a acheté pour que je puisse vérifier l'humidité à l'intérieur du camion, mais j'avoue que je m'en sers jamais. Dans ce placard, c'est là que je range mes stylos. Là, vous avez la carte des boissons, du papier brouillon, des feuilles blanches, ma caisse et le tampon. Et là en bas, vous avez le lecteur DVD à droite. Là, ici, c'est un ordinateur. Et ça, vous ne devinerez jamais ce que c'est. C'est ma petite poubelle. Avouez qu'elle est trop mignonne. Bon, j'avoue, on peut pas mettre grand-chose dedans, par contre. Là, ici, vous avez les interrupteurs pour les deux néons principaux que j'ai voulu garder derrière le comptoir parce que c'est plus simple quand j'ai un spectacle. Vu que c'est d'ici que je fais la régie, ça me permet de tout couper d'un coup. Et là, cette tablette, je peux la rabattre, ce qui fait que du coup, mon comptoir est complètement fermé quand j'en ai besoin. Là, ici, ce sont des filets de porte, comme dans les voitures, ce qui me permet de faire tenir du matériel si j'ai besoin de transporter des choses sans que ça tombe. Pour les prises, j'en ai donc 7 au total. Il y en a une pour chaque projecteur, une pour le vidéoprojecteur, une dans le placard que je vous ai montré tout à l'heure, et une en bas là-bas pour la sono.
Pour la lumière, j'ai donc ces deux néons qui me permettent d'avoir de la lumière blanche. Et on a ici une petite lampe de secours qui fonctionne à pile. Voilà, on a quasiment terminé ce petit tour. Il me reste plus qu'à vous parler de l'entretien du camion. Et à ce sujet, je voulais juste vous rappeler de bien faire attention à la température qu'il fait à l'intérieur du camion. Vu que c'est un camion, ça reste dehors, et puis dehors il pleut, il fait humide, et donc en fait l'humidité ça peut vite abîmer l'intérieur du camion. Et donc pour ça, moi j'ai deux petits appareils que j'utilise au quotidien. Un radiateur qui est équipé d'un thermostat, ce qui me permet de déterminer la température que je veux garder dans le camion. Et j'ai aussi un absorbeur d'humidité que je laisse à l'intérieur du camion quand je suis absent. Dans l'entretien, je mentionnerai également le temps de ménage qui est assez conséquent puisque du coup je suis obligé de le nettoyer, c'est-à-dire de passer l'aspirateur et de passer la serpillière après chaque utilisation parce que forcément quand on vient de l'extérieur, on ramène des feuilles, de la terre, de la boue et donc tout ça, ça marque le sol. Et enfin, dans l'entretien toujours, il faut penser à le mettre en route régulièrement parce que comme c'est un vieil engin, il peut s'abîmer. Donc l'idée c'est de veiller à ce que la mécanique dure le plus longtemps possible. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Pour moi c'est une première, j'ai vraiment pas l'habitude de faire ça. Et franchement ça m'a beaucoup plu, même si ça m'a demandé beaucoup de travail de filmer cette vidéo. Sachez que je vais continuer à créer du contenu régulièrement, donc si jamais vous souhaitez me soutenir, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube. Il va notamment y avoir un podcast qui va bientôt voir le jour et dans lequel on parlera de démocratisation culturelle, de contre-culture et d'éducation populaire. Enfin, je vous mets dans la description le lien vers ma page Tipeee parce que créer du contenu c'est vraiment chouette, mais pendant que je fais ça, je fais pas autre chose. Donc si jamais vous avez envie de me soutenir financièrement, c'est possible et je vous en remercie par avance. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt et une très bonne journée à vous.